T'es conditionné à réagir plus fort face à une émotion négative que face à une émotion positive. Et ouais, faut pas oublier qu'à la base on est des animaux et qu'une émotion négative menace ta vie. Donc un moment de peur aura 100 fois plus d'impact sur toi qu'un moment de joie. Car dans un cas, ton cerveau prévoit la mort et dans l'autre, une récompense temporaire. Maintenant, que se passe-t-il si on fait peur à ton cerveau en permanence? Peut-on te faire accepter des choses immorales, voire même te priver de ta liberté? Oui, évidemment. Et le pire, c'est que c'est même pas si compliqué que ça. D'ailleurs, les puissants de cette terre l'ont très bien compris et utilisent la peur tous les jours pour te manipuler. Pour t'illustrer tout ça, commençons par nous remémorer le Covid en 2020. Le gouvernement français a trahi son texte constitutionnel le plus important. Celui qui fait de lui une république, une démocratie et un pays libre. Il est à l'origine de la Révolution française et de dizaines d'autres. Je parle évidemment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et malgré cela, les Français, sous le joug de la peur, ont aveuglément suivi les directives de l'État. Si tu me crois pas, écoute. Article 1 de la DDHC. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Mais lors du confinement, les distinctions sociales se faisaient évidemment entre les vaccinés et les non-vaccinés. On privait certains de liberté sous prétexte de protection sanitaire. Or, les vaccins, avant de devenir obligatoires, sont habituellement testés plusieurs années en laboratoire et débattus par des parlementaires. Donc les gens méfiant des risques secondaires auraient dû avoir la liberté de choisir si oui ou non ils se faisaient vacciner. En plus, article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais lors du Covid, c'est pas le cas. On nous a privés de la liberté de circuler, de se réunir ou même parfois d'exercer son métier. Même en l'absence de preuves de contamination, tu n'avais pas le droit de sortir longtemps de chez toi. Ensuite, article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut interdire que les actions malsaines pour les autres. Néanmoins, certaines activités non dangereuses ont été arbitrairement interdites lors du confinement. Par exemple, les librairies étaient fermées pour des raisons sanitaires, mais les fruits et légumes en supermarché étaient autorisés. Les fleuristes étaient fermés, mais McDo était ouvert. Ça n'avait aucun sens. Et tout le monde l'a accepté presque sans rien dire. Je vais pas te faire la liste de toutes les absurdités qu'a fait la France et qui nous ont privés de liberté et d'égalité, puisque là, t'as déjà compris qu'avec une menace, on peut tout nous faire accepter. Alors même qu'avoir le Covid avait peu de chances de te tuer, à moins évidemment si t'étais une personne à risque. Mais le simple fait d'entendre tous les jours à la télé le nouveau nombre de morts, des termes extrêmes et flippants comme tsunami viral, urgence, situation catastrophique, de voir la projection du pire et des graphiques irréels, tout ça t'a permis d'oublier tes propres valeurs et de te soumettre à l'État. On utilise la peur pour te faire accepter l'exceptionnel tout en propageant des menaces pour que tu respectes les règles établies. Une menace puissante était par exemple, si vous sortez, vous mettez des vies en danger. Tout était fait pour te faire envisager le pire et laisser un flou total sur la situation actuelle à part pour le nombre de morts. Et tout cerveau en état de panique ne pense qu'à une seule chose, la pire des possibilités. La France a utilisé la peur pour manipuler et contrôler. Mais d'autres l'utilisent aussi pour nous faire accepter voire banaliser la mort de milliers de personnes. Que dis-je? De centaines de milliers de personnes. Pour te montrer tout ça, revenons sur le 11 septembre 2001. Ce jour-là, 4 avions américains sont détournés par des terroristes. 2 frappent les tours jumelles, le 3e touche le Pentagone et le dernier s'écrase dans un champ après la rébellion de ses passagers. On parle d'un horrible total de 3000 morts et de milliers d'autres via les maladies et les blessures causées par l'effondrement des tours. Suite à cela, les États-Unis envahiront l'Afghanistan pour détruire le groupe terroriste à l'origine de l'attaque, Al-Qaïda. La guerre d'Afghanistan durera 20 ans et fut la plus longue de l'histoire américaine. Elle fera plus de 240 000 morts, mais était-ce justifié? Les Américains me diront sûrement: oui, évidemment. Mais moi, je suis français et je suis né en 2010, alors autant te dire que j'ai pas connu cette peur en direct des islamistes d'Al-Qaïda. Et puis, quand on y pense, sur 240 000 morts, il y en a au moins 20% qui avaient rien fait. Ça fait 48 000 innocents. Et est-ce que ça vaut les quelques 10 000 Américains du 11 septembre? Je pense pas. Pourtant, des centaines de milliers de personnes en sont persuadées, et ça, c'est grâce au pouvoir de la peur. Le gouvernement a persuadé tous les États-Unis que les talibans et donc les Afghans
slogans étaient méchants. Ils leur ont fait peur en appuyant sur les événements du 11 septembre et en expliquant que ça pouvait se reproduire à tout moment. Ainsi, tout Américain était pour l'invasion de l'Afghanistan et au final, ça a juste permis d'assouvir les propres intérêts du gouvernement. On parle de contrôle stratégique sur le Moyen-Orient et l'Asie et d'enjeux militaires et économiques. Le tout en échange, je le rappelle, de 240 000 morts. Et l'Amérique accepte ça sans problème grâce à la peur qu'a engendré le 11 septembre. Ok, pour l'instant on n'a parlé que de pays, mais la peur de quelque chose ou de quelqu'un s'étend parfois à l'échelle mondiale. Donc parlons d'une peur maladive d'autrui qui a rendu Dieu dépressif, le racisme. Le racisme n'est plus l'œuvre de l'endoctrinement d'autrui comme pour les exemples d'avant, mais bien de celui de tes propres barrières mentales. Des pensées, des idées, des a priori qui s'accumulent dans ta tête et qu'à un moment donné, tu prends pour réalité. Et ta peur de ce qui est différent est présente à la base pour te méfier de l'inconnu. Car l'inconnu, comme son nom l'indique, n'est pas connu. On ne sait pas s'il est toxique, brûlant, mouvant ou bien agréable et frais. Mais le cerveau prévoit toujours le pire et cette peur de l'inconnu s'est transmise sur les humains différents de toi. Ainsi, toi et tes semblables vont commencer à associer des a priori négatifs sur une caractéristique visible d'un individu différent. Le plus souvent, c'est un attrait physique qui va être détourné. Par exemple, pour les chrétiens, le blanc représente la pureté, la lumière divine et la vérité. Mais le noir, lui, c'est les ténèbres, le mal et l'ignorance. Et cela a été imposé de force à des humains innocents. À force de stéréotypes et de stigmatisation, les gens différents obtiendront la méfiance des autres. Ils seront exclus des cercles sociaux. Ils ne pourront ni participer aux fêtes, ni avoir tel ou tel emploi, ni même aller dans certains logements. Les préjugés sont devenus méfiance et maintenant ils se transforment en marginalisation. Or, une personne discriminée a moins d'opportunités que les autres, moins de reconnaissance. Ainsi, ces gens différents finiront par se sentir rejetés du groupe, exclus, voire même inutiles. Et de là va naître une profonde tristesse accompagnée d'un repli sur soi. Ainsi, le tout peut rapidement se transformer en colère, voire même en comportement problématique. On parle de délinquance par-ci par-là et de provocation. Et cela va malheureusement confirmer les préjugés déjà établis par les gens dits normaux. Tu vois, je te l'avais bien dit, ils sont tous comme ça. Les comportements problématiques induits par la discrimination ne font au final que renforcer cette dernière. Car ils sont utilisés comme preuve que les stéréotypes sont véridiques. Et ensuite, le cycle recommence de plus belle. Préjugés, méfiance, marginalisation, frustration, confirmation des préjugés, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle le cercle vicieux de la discrimination. Et il n'est né que d'une seule peur, celle de l'inconnu. Or, la peur est le plus puissant des arguments. Rien n'est plus convaincant qu'elle. En fait, voici comment on prend une décision. D'abord, il y a un événement qui se produit. Ensuite, une émotion est activée et seulement après, notre raisonnement va déterminer une action à effectuer. Sauf que ce dernier se base sur l'émotion qu'a engendré l'événement. Donc tu n'agis au final que via le biais de tes émotions. Et si en plus elles activent ton instinct de survie, bah là t'es plus du tout maître de ton raisonnement. Et la peur fait partie de ces émotions qu'il active, elle est donc très puissante. Mais ça, tu l'avais déjà compris. D'ailleurs, si t'as bien suivi, t'as capté qu'en réalité ce qui te fait prendre une décision via tes émotions et ta raison, c'est l'événement initial. Donc si quelqu'un peut le manipuler pour te faire ressentir de la peur constamment, il a tout gagné. Mais littéralement, hein. En réalité, c'est même comme ça que se base notre mode de consommation. On ne te vend pas un produit, mais une solution à ta peur. T'as peur d'être moche, achète une barre de traction. T'as peur de vieillir, va chez Nivea. T'as peur de te faire hacker, NordVPN est ton ami. T'as peur de rester pauvre toute ta vie, achète ma formation. Regarde, ChatGPT m'a donné un exemple banger. Les pubs de lessive te montrent des tâches pour te rappeler que si tu es sale, tu seras rejeté. Ils ne te vendent pas un produit, ils te vendent l'évitement du jugement. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu n'as pas peur face à un événement donné, on va inventer une peur. Attends, t'as pas d'assurance? Et si t'arrivait un accident demain? T'as vu, c'est puissant, hein? Et ça fonctionne, étant donné que ton cerveau préfère prévenir que guérir. Il achète pour soulager une angoisse, et non parce qu'il en a besoin. Je te l'ai déjà dit, ton raisonnement est influencé par tes émotions. Donc, pour te pousser à acheter mon produit, il faut pas que je crée un raisonnement très construit, non. Faut que je te fasse ressentir une émotion si puissante que ton instinct de survie s'active. Et quoi de mieux que la peur? Ok, je pense que là, t'as bien enregistré. Mais avant de conclure, je veux que tu comprennes un dernier truc. La FOMO et les réseaux sociaux amplifient ce marketing
malsain mais terriblement puissant. La FOMO ou Fear of Missing Out, c'est la peur de louper quelque chose, de manquer une opportunité qui ne se représenterait plus jamais. Et les réseaux sociaux permettent à la FOMO d'exercer un pouvoir très dangereux sur toi. Car en voyant tous ces gens riches, beaux et avec plein d'abonnés, tu te sens peut-être comme une merde. Cela augmente tes insécurités et t'as l'impression d'être personne. Des brèches vont alors apparaître en toi, représentant chacune l'une de tes peurs. Et tous ces gens que tu vois dans ton feed, ils vont commencer à te vendre un truc pouvant refermer l'une de tes brèches. Ils vont te dire que c'est limité en nombre et en temps, et que si tu l'achètes pas, tu pourras plus jamais retrouver une opportunité pareille. Et toi, t'as peur de manquer ça, et tu veux réparer tes blessures, donc tu l'achètes. Et puis au final, ce produit, il a pas changé grand chose à ta vie. Après, il faut dire que ta vie, c'est toi qui décides si oui ou non tu veux la changer. Et comme tu fais toujours la même chose de tes journées, les mêmes routines, les mêmes habitudes, la même bouffe, c'est comme si tu disais non au changement. Mais toi, tu le sais pas, et ces petites brèches, ces petites blessures, elles sont toujours là, et parfois, elles grandissent. Du coup, quand tu vois ces influenceurs que t'admires vendre d'autres opportunités, t'achètes pour te réparer. Sauf qu'encore une fois, t'as dépensé de l'argent pour rien, puisque de toute façon, tu changes pas ta manière de vivre. Bref, c'est un putain de cercle vicieux, et à force d'acheter des remèdes à tes insécurités sans jamais te remettre en question, tu sombres. Au final, ce marketing est basé sur une double peur. La FOMO est l'une de tes blessures intérieures. C'est trop puissant. Et ils peuvent même aller jusqu'à te vendre un produit de merde pour ne pas guérir tes peurs et de nouveau s'appuyer sur elles pour te vendre un autre truc. En plus, tu te sentiras incapable car tes blessures guérissent pas et ça en créera de nouvelles. Autrement dit, ça créera de nouvelles opportunités. Je le redis, c'est trop puissant. Bon, maintenant, face à ce que je viens de dire, face au fait que la peur permet d'accepter la mort d'autrui sans broncher, mais aussi de créer des génocides, qu'elle permet facilement de manipuler un pays tout entier, et enfin qu'elle t'affecte toi tous les jours et qu'elle peut aisément te briser sans même que tu t'en rendes compte. Face à tout ça, il y a 3 façons de réagir. Première option, tu t'en branles. Donc t'en as clairement rien à foutre de ces 10-15 minutes de vidéo et tu continues ta vie tranquille. Honnêtement, c'est compréhensible. À la base, on n'est pas sur YouTube pour changer sa façon de voir le monde à chaque vidéo. Deuxième option, tu te méfies de moi et de tout le monde. Tu te dis que maintenant t'es en danger et qu'il faut que tu fasses plus attention à qui tu parles et à ce qu'on te dit. Et la troisième option, tu prends note de tout ce que je t'ai dit et plus globalement de tout ce que les grands de ce monde font. Et tu utilises la peur à ton avantage. Que ce soit pour manipuler, vendre, convaincre ou négocier, la peur est un cheat code. Et dans ce jeu qu'est la vie, il y a ceux qui la subissent et ceux qui l'utilisent. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal. Non, c'est est-ce que tu veux jouer en mode facile. Perso, j'ai déjà fait mon choix et tu l'as peut-être remarqué tout au long de cette vidéo. Salut!